Merci d'abord de m'accorder cette interview, mon journaliste. Oui. Et je me représente Loulou Yoro, natif de Djibéroua, candidat aux élections législatives en Djibéroua et candidat aux élections présidentielles passées de 2020. Je suis donc président d'un parti politique qu'on appelle le PRDD. Le PRDD qui signifie le Parti de la Renaissance démocratique et du développement. Et il n'y a pas un an de cela, sinon un an et plus de cela, que la Côte d'Ivoire m'a porté, celle de la population ivoirienne, je veux dire une partie de la population qui m'a fait confiance, m'a porté à la tête d'un groupement politique qu'on appelle l'ANCI, les acteurs de la nouvelle Côte d'Ivoire en signification. Et parlant donc d'un bilan à Djibéroua, pour moi ce n'est pas un échec, pour moi ce n'est pas un candidat malheureux, parce qu'on va d'abord pour s'annoncer à la population quand on n'en a jamais fait. Au niveau des législatives, je n'avais jamais été candidat, pour moi c'était une annonce à l'endroit donc de la population ivoirienne, mais en l'occurrence et précisément la population de chez moi, d'où je suis natif, donc Djibéroua. Les élections se sont passées, nous n'avons pas été heureux de la faisabilité, nous n'avons pas été heureux de la conclusion des élections. Vous êtes informés avec moi que les élections à Djibéroua ont tardé comme les élections à Beauville, pour notre cher camarade, Miss l'enfant, donc Akengbo, Miss Ngbo. Alors, je pense que ce n'est pas un échec pour nous, parce que nous nous sommes déjà essayés. La population en a été très contente, ravie de nos discours, de nos idéologies, de nos réactions et de nos objectifs. La population a épousé notre esprit. Mais là où le jeu était certainement mitigé, c'était dans les urnes. Dans les urnes, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et que nous n'avons pas appréciées. Okay. Alors, pour l'instant, donc, ce n'est pas... Nous sommes, je veux donc dire, nous qui avons perdu, nous sommes des candidats malheureux, mais des candidats victorieux pour le temps prochain. D'accord. Le temps prochain, ce sera pourquoi vos ambitions? Comment répéter pour moi? Le temps prochain, ce sera pourquoi vos ambitions? Alors, le temps prochain, nous sommes un parti politique. Et je suis maintenant à la tête de l'ANCI, les acteurs de la Nouvelle Côte d'Ivoire, qui est un groupement puissant qui égorge 14 partis politiques. Et 8 partis politiques parmi ces 14 sont agréés par l'État du Côte d'Ivoire. Ce sont des personnalités, des chefs d'entreprise qui sont donc dans ce groupement. Nous avons un objectif clair. L'objectif, d'abord, pour tout politique, c'est de prendre le pouvoir d'État. Mais avant, nous pensons que nous sommes en train de conquérir tout le terrain en Côte d'Ivoire, partout. Nous sommes en train de conquérir le terrain. Nous avons fait récemment un voyage national où nous avons remobilisé nos bases pour les échéances à venir. Il y a les municipales, il y a la présidentielle, et il y a aussi les députations qui se préparent après 2025. Nos projets sont tellement alléchants, énormes, qu'on n'en finirait pas de parler. Mais en conclusion, nous sommes à l'œuvre constamment sur l'ensemble du territoire avec nos fédéraux, nos militants qui sont dévoués, qui sont des soldats pour que une nouvelle génération prenne donc, oui, notre nation. Parce que notre nation a besoin de bouger autrement. D'accord. Alors, vous êtes acteur des partis politiques à la tête d'un groupement. Il y a eu la question de la vie chère qui défraie la chronique. Quel est votre commentaire? J'ai accordé, s'il vous plaît, mon journaliste, merci d'ailleurs pour cette question brûlante. J'ai accordé, donc, il n'y a pas longtemps de cela, une interview à un journal qui m'a posé cette question. Mais je crois que c'est la même réponse. Hein. La vie chère, d'ailleurs, n'arrange pas et ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Alors, moi, ma conclusion, ou du moins, mon appel est à l'endroit du dirigeant. Parce que la population continue de grogner. Vous voyez que la vie chère n'est pas un vain mot, mais c'est parce que le transport est cher. C'est parce que le panier de la ménagère au marché, la tomate, la banane a changé de prix.
c'est parce que le paquet de Cube Magie a changé de prix. Je suis consommateur comme tout le monde, je ne suis pas content, je ne suis pas ravi de cette situation. J'interpelle le gouvernement, j'interpelle le pouvoir en place à revoir cette question, à faire tout ce qu'elle peut faire, comme elle a déjà commencé, parce que j'ai vu le Premier ministre, j'ai vu le ministre, j'ai vu d'autres ministres qui sont allés rendre visite à des marchés pour se rendre compte des prix réels. La vie est chère, la société civile grogne, les partis politiques grognent, les syndicats grognent. Il semble que le pouvoir d'État n'est pas au même débit de vitesse que la population aurait voulu. Je sollicite leur bienveillance à revoir, parce qu'il ne faut pas finir de critiquer puis venir au pouvoir et faire comme si on ne voit pas. La vie est effectivement chère, parce que moi et mon équipe, nous sommes constamment sur le terrain. Nous demandons prix par prix, même les petits prix. Et effectivement, il faut que le gouvernement revoie cela. Parce que la Côte d'Ivoire a les moyens de réduire ce qui est cher. Et puis, je voudrais ajouter, chers journalistes, vous me permettez, je vous en remercie toujours de me donner cette lucarne d'expression. Je voudrais exhorter les politiques. Quand on a un combat, quand on a je dirais une complainte ou une plainte, on ne la fait pas de façon barbarie, on ne la fait pas de façon non homologuée. J'exhorte la société civile à savoir faire son combat. J'exhorte le pouvoir d'État à savoir, l'opposition à savoir faire son combat. On peut remporter, on peut réduire la vie chère en utilisant toute une diplomatie, en utilisant des grèves ou des marches d'une autre façon, mais pas constamment se lançant des flèches, parce que ça ne débouche à rien. Tout récemment, il y a eu la faille du dialogue politique initié par le gouvernement. Vous qui êtes politique, il y a la question de fond qui est d'aboutir à la réconciliation nationale. Selon vous, quelles sont les conditions pour y arriver? Mais je pense que la réconciliation a commencé. Je peux citer, même depuis Fouboigny, il aurait voulu, il a aimé la réconciliation. Jusqu'à ce qu'on arrive à aimer Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, qui lui aussi avait donc voulu que la réconciliation soit une parfaite réalité. Sous Fouboigny, on était dans une certaine paix, un certain équilibre. Mais avec les autres présidents qui ont succédé après, la réconciliation a pris un coup. Ce n'est pas de la faute de ces leaders, mais c'est surtout la faute de notre gestion du pouvoir. C'est surtout la faute de ceux aussi qui sont gérés, c'est-à-dire la société elle-même. Je pense que la réconciliation peut être une réalité, mais elle ne peut être une réalité que lorsque tous les fils de la nation sont réunis autour d'une table pour parler réconciliation. Je ne peux pas comprendre que jusqu'à aujourd'hui, on demande la réconciliation et que des fils du pays soient encore à l'extérieur du pays, c'est-à-dire en exil. Oui. Quand on parle d'exilés qui n'existent plus, moi je dis c'est faux, parce que Soro Guillaume est encore exilé. Quand on parle d'exilés, je dis c'est faux, qui n'existent pas, je dis c'est faux, parce que Blé Goudé est encore exilé. Je souhaite que tous les Ivoiriens fassent leur entrée dans leur pays. On est en paix que ce soit. Et je voudrais finir pour dire, on ne peut pas parler de réconciliation tant qu'on n'a pas donc choisi de discuter ensemble. On est au pouvoir, on discute avec nous-mêmes, c'est pas réconciliation. Mais on discute avec tout le monde. J'apprécie l'idée du dialogue politique, mais je préviens et j'avertis que le dialogue politique ne réunit pas toutes les entités politiques. Ce n'est pas toutes les formations politiques, ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui sont leaders politiques qui sont au dialogue politique. Ça a été certainement un choix. Et j'exhorte le pouvoir à appeler tous les dirigeants politiques, tous les leaders politiques auprès de la table du dialogue politique. Parce que dialogue politique, ça concerne les politiques. Les politiques ne peuvent pas être dehors et de façon copinage, on choisit des gens et on vient au dialogue politique. Ça ne peut pas aboutir à une réconciliation. Avancer la question des détenus politiques qu'il faut libérer par le dialogue, par aller à la réconciliation. Votre avis? Bah, c'est normal, nous tous, parce que si moi je suis en prison, je vais d'abord souhaiter que je sorte. Je souhaite que tous ces prisonniers qui sont encore là-bas sortent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Parce que, évidemment, les grandes têtes que nous connaissons qui sont sorties, mais au-delà de ces grandes têtes, il y a bien sûr quelques-uns que nous pouvons citer. Nous sommes devant la caméra, mais il y a des gens que nous pouvons citer qui sont encore en prison, qu'ils soient fédéral au bas niveau, qu'ils soient délégués d'un parti au bas niveau. Mais c'est un homme politique. Et il est là-bas pour une cause politique. Et il faut qu'il soit libéré.
Voici. D'accord. Alors, il y a une autre question assez pertinente, la question du quota dans la représentativité politique ou même administrative. Le gouvernement avait déjà adopté une loi relativement à cet aspect, mais dans les faits, ce n'est pas appliqué. C'est-à-dire les 30% qu'il faut accorder à la jeune féminine. Votre avis? Monsieur Designo, la question est plus que intéressante parce que le pouvoir, avant les élections présidentielles, avait demandé à tous les leaders politiques ou tous les candidats aux élections législatives comme présidentielles, comme municipales d'ailleurs, de respecter, de tout faire pour que le calcul soit respecté, soit proche donc de ce qu'on demande. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, mais au moins les 30% qui ont été demandés pour l'émancipation donc sociale, il aurait fallu que ces 30%. Alors nous, avant que nous ne... Et même cette requête faisait part des points clés pour qu'on soit capable ou pour qu'on soit susceptible d'être candidat. Mais je ne peux pas comprendre qu'on nous demande cela et qu'on se soit décarcassé pour mettre ça dans notre programme de société, dans notre programme de campagne, dans notre programme de dépôt de dossiers, et que ce soit le pouvoir lui-même qui ne le respecte pas. Pour moi, parce que dans le temps, j'étais allé voir le président, sauf erreur, mais j'étais allé voir le président à Finguessan, on a traité cette question. J'étais allé voir d'autres présidents pour qu'on traite de cette question. Alors, il me faut peut-être rencontrer le pouvoir en place pour que moi-même et ma formation politique, c'est-à-dire mon parti politique et le groupement que je dirige, pour qu'on ait des informations beaucoup plus précises sur cette question. Je pense que le gouvernement n'a pas respecté les 30% qui ont été, enfin 30% ou pas, le gouvernement n'a pas respecté le quota à l'international qui est prévu pour la Côte d'Ivoire. On a fait le gouvernement récemment. Je salue d'ailleurs la naissance de ce groupement. Mais nous ne voyons que certainement 10 femmes dans le gouvernement. Non, on peut entre griffes, mais je ne sais pas, sauf erreur, qu'on m'en excuse, mais le nombre de femmes par rapport au nombre donc des hommes dans le gouvernement, ça ne m'inspire pas à croire que le quota donc du pourcentage pour la jeune féminine a été respecté. Je critique cela et moi, si nous prenons le pouvoir législatif ou municipal, parce que bientôt ce sont les municipales, les Ivoiriens nous réclament partout, dans toute la Côte d'Ivoire. Nos fédérations ont des informations de la part de la population. Il faut qu'une nouvelle génération prenne donc le pouvoir d'État. Si nous prenons la mairie, si nous prenons la députation et même le secrétariat régional, comme la présidentielle, mais écoute, je pense que les 30%, ou du moins ce qui sera demandé, sera parfaitement respecté et je demande au pouvoir de le faire. En une minute, un appel à lancer, vous avez une minute. Alors, mon appel que je lance, je voudrais d'abord dire merci à votre organe de presse et dire que je lance un appel aux Ivoiriens, je lance un appel pour le calme, je lance un appel pour la paix, la cohésion nationale. Je lance un appel pour que les Ivoiriens sachent que si la maison brûle, elle ne brûle pas pour Ouattara seulement. Si la maison brûle, elle ne brûle pas pour Gbagbo Laurent. Elle ne brûle pas pour Loulou Yoro que je suis. Elle ne brûle pas pour Mabri ou Emery qu'on a bédié, mais elle brûle pour tous les Ivoiriens. Il faut que nous mettions de l'eau dans notre vin. J'ai un appel, cet appel-là, et je le nomme le devoir qui appelle les Ivoiriens. Le devoir nous appelle chez les Ivoiriens. Il faut qu'ensemble, on arrive donc à construire la nation. J'appelle le gouvernement particulièrement à réunir tous ceux qui sont politiques autour du débat, autour du dialogue politique. Et même dans le gouvernement, pourquoi pas? En 2014, un journal allemand m'a arraché ces mots et je leur ai dit, si le président Ouattara a de lui-même libéré Laurent Gbagbo et que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, je suis sûr que le président Ouattara sera qualifié comme l'homme, le politique le plus rare en Afrique. Il sera salué. Bon, écoutez, plus tard ça a été fait, Dieu merci. Je lance aujourd'hui un appel au président Alassane Ouattara, qui travaille déjà bien pour la Côte d'Ivoire. Je lui demande d'en faire davantage. Voici, chers frères, l'appel que mon parti, mon groupement et moi avions à lancer. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PRDD, le Parti de la Renaissance démocratique et du développement que je dirige. Vive donc l'État. Dieu vous